Donc, Monsieur le ministre, avec votre autorisation, on va procéder à des prises de parole au niveau de ceux qui sont venus assister à cette rencontre. Nous allons faire deux listes. Une première liste donc, que nous avons déjà à disposition. Et on va prendre une deuxième liste. Et à partir de là, le ministre va reprendre la parole donc pour apporter des réponses par rapport à vos questions. Et on mettra fin à cette rencontre. Alors, pour la première liste, Monsieur Benjeloum. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Mais ce qui est bien et ce qui est à souligner, à mon avis, c'est la traçabilité. Pour une fois, on a un gouvernement qui nous a associés dans des négociations et qui, en même temps, nous rend compte de ces négociations directement, sans qu'on ait par voie de presse de voir à quelle sauce on a été mangé ou pas. Et ça, c'est une avancée et ça, il faut le souligner. La deuxième chose, c'est que ce fameux mémorandum que nous avons donné au gouvernement est un travail collectif qui n'appartient à personne, qui n'appartient ni aux seules associations, ni aux partis politiques, ni à la société civile. C'est un travail commun qui a démarré depuis plusieurs générations et que nous avons tenté de systématiser en 2012 et que nous avons fait imprimer pour le remettre aux Sénégalais en vue de le regarder, de donner leur opinion dessus et de le donner à nos gouvernants pour qu'ils négocient dessus. Donc moi, sur ces deux points-là, c'est ça que je veux souligner en premier. C'est-à-dire que pour une fois que nous avons su dans la diaspora nous organiser, nous structurer pour faire remonter nos problèmes, nous avons eu des avancées. C'est pour dire que le véritable souci que nous devons avoir, ce n'est pas une question de représentation. Ce n'est pas une question d'avoir un député ou d'avoir ceci ou cela. C'est de pouvoir remonter nos problèmes, mettre en face ce fameux interface dont on a besoin entre nous et l'État pour discuter, remonter les problèmes de par les associations et pouvoir discuter avec les autorités sur ces problèmes-là qui nous intéressent. Ce n'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Si on pense que par le seul fait d'avoir un député, on a résolu nos problèmes, on n'a rien résolu. Parce que les députés que nous avons eus ne sont pas mauvais en soi, c'est qu'ils ne sont pas liés à toute la diaspora. Et donc, le seul cadre qui peut travailler avec n'importe quel député et lui permettre de travailler sérieusement, c'est de pouvoir mettre cette interface. C'est en ce sens que je crois que dès lors qu'on a débattu sur ces accords qui dataient de trop longtemps et qui nous étaient trop défavorables, dans lesquels il y a des avancées significatives, mais sur lesquelles on reviendra après les avoir étudiés, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État, les autorités sénégalaises, consulaires et autres, nous aident à mettre en place cette interface-là. Cette interface, on ne peut pas laisser ce travail-là aux seuls membres des associations. C'est très difficile à réaliser parce qu'il y a trop de problèmes, mais il faut qu'on arrive à surpasser nos différences, nos problèmes, nos divergences pour aller vers une convergence, de mettre en place cette structure que l'État sénégalais et tout gouvernement, l'État actuel, mais tout prochain gouvernement a besoin pour pouvoir travailler. Donc moi, je vous conjure, l'exemple type de comment il faut faire, nous l'avons. Nous avons présenté quelque chose avec plus de 50 associations. Ces 50 associations ont le mérite d'avoir travaillé là-dessus. Donc c'est sur cette voie qu'il faut continuer. Je vous remercie. Merci, monsieur. Morngom, monsieur le ministre Malick Gueye, Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, monsieur l'ambassadeur itinérant, monsieur le président, monsieur l'administrateur de la DSE, je n'ai pas de questions. Je vais juste partager avec vous quelques observations. Et je m'excuse d'emblée du propos résolument politique, parce que j'ai fait le choix. Je suis Latir Diouf, je suis le vice-coordonnateur de la Convergence des cadres républicains. Et je dois préciser que je prends la parole au nom de cette structure. Et je dois signaler aussi que le coordonnateur est dans la salle. Donc on lui avait réservé une place là, mais bon, on a laissé la place aux associations. Alors, avant de partager avec vous le commentaire que je souhaiterais faire, je vais profiter de la présence des deux ministres qui vont retourner à Dakar pour transmettre toutes nos félicitations au président Macky Sall. Suite au résultat du référendum, cette consultation
organisé récemment qui avait pour but fondamental de consolider notre démocratie. Et je profite pour féliciter aussi tous ceux qui étaient sur le terrain à Dakar, qui ont pu reprendre des bastions, il faut le dire, très difficiles. Donc je pense qu'après cette étape, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs en termes de démocratie et de solidité institutionnelle. Pour revenir à cet événement, je vais vous faire un petit témoignage, puisque c'est des questions que j'ai découvertes personnellement et je pense avec d'autres, pour être très précis, au mois d'avril 2011. Mois d'avril 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril 2011? C'est qu'au moment où les associations de la diaspora exprimaient ce besoin, nous avions organisé un séminaire à Mantes-la-Jolie et pour la première fois, j'étais totalement largué par rapport à ces questions, pour la première fois, j'ai entendu un plaidoyer formidable de la part de Taladaf ici présent, qui, je vais reprendre les termes qu'il avait utilisés, qui m'avait poussé à m'intéresser à ces questions. Il avait dit que des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme le Mali, avaient beaucoup plus d'avantages que les ressortissants sénégalais ici. C'est comme ça qu'il avait introduit son propos. Et il avait dit qu'il était absolument nécessaire que les autorités qui vont arriver au pouvoir en 2012 se penchent sur cette question de la révision de la convention, la fameuse convention de 1974. Et il était clair, très clair pour tout le monde depuis cette date, qu'il n'était pas du ressort d'une structure politique de prendre sous le bras une convention qui avait été signée par Hassan Sek, brillant ministre d'alors. Donc, le rôle politique qui a été le nôtre a été, je pense, compris par tout le monde. Et c'est en foi de ça que lorsque nous avons bénéficié d'un renforcement structurel, on a confié ce travail à un secrétariat pour un dialogue ouvert. Le ministre l'a rappelé dans son introduction. Et ce dialogue ouvert avait impliqué beaucoup d'associations, beaucoup de parties prenantes. Nous avons eu le plaisir d'écouter par 2 fois le directeur des prestations de l'IPRES. Nous avons eu l'occasion, malgré l'annulation suite aux attentats, d'entendre longuement le ministre sur ces questions. Et toutes ces positions nous avaient regaillardis. On était vraiment fiers. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis Rokhaya de l'association de la Fédération française de la diaspora sénégalaise, FSD. Je suis la secrétaire générale et je suis aussi la présidente d'une association de quartier, mais finalement qui couvre tout Paris, qui s'occupe des migrants, toutes origines confondues, mais en particulier des migrants sénégalais. Et moi, je félicite en tout cas je félicite le travail qui a été fait. Et je salue aussi, je profite de l'occasion pour saluer Monsieur le ministre du Travail, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Sen, Son Excellence le consul et Son Excellence Monsieur l'ambassadeur itinéraire, et tous les ministres, conseillers et directeurs qui sont présents dans cette délégation. Moi, en tout cas, je félicite vraiment le travail qui a été fait parce que c'est des questions récurrentes que l'on nous pose à chaque fois dans nos différentes structures. Je suis très active auprès de personnes âgées dans des foyers du 19e et je peux vous assurer que c'est des questions qui reviennent constamment. Et en tout cas, moi-même qui vous parle, je suis directement concernée par les problèmes, en l'occurrence celle de la retraite par exemple, de personnes qui ont travaillé au Sénégal et en France. Et je salue sincèrement les avancées de ces négociations-là. Voilà. Seulement, au jour d'aujourd'hui, moi, la seule question que je me pose, qu'est-ce que vous mettez en place pour vulgariser ces avancées-là, pour que l'information, parce qu'on le sait, le migrant, si vous voulez, le migrant, en tout cas le noir d'une manière générale, si vous voulez lui cacher une information, mettez-le par écrit et envoyez-le lui chez lui. Je pense que c'est la meilleure manière de lui cacher ce que vous voulez qu'il ne sache pas.
Maintenant, vous, qu'est-ce que vous mettez en avant pour que ces avancées-là soient connues de tout le monde, au moins que tout le monde puisse en profiter? Certes, c'est très difficile. Est-ce un site? Est-ce un service dédié? En tout cas, quelque chose dont les associations seront au courant pour pouvoir orienter les gens vers cette information-là. Et enfin, j'ai une demande bien précise de personnes que j'ai rencontrées, dont je tairai le nom, qui sont très malades, donc qui sont en affection longue durée, comme par exemple des dialysés, etc., et qui pendant des années et des années sont dans des foyers. Allez au Sénégal, parce qu'on leur dit que si vous y allez, malgré la gratuité de la dialyse, vous allez payer. Et l'assurance, la sécurité sociale ici, leur pose des problèmes actuellement. Je peux même avancer une somme parce que c'est un cas précis que je suis. Et cette personne a énormément de difficultés pour aller voir sa famille qu'il n'a pas vue depuis des années et des années. C'est un cas concret et j'en ai d'autres que je peux vous donner aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Je vous remercie. Merci. Directeur des prestations pour les questions liées à la retraite. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, j'ai recensé à peu près 4 questions qui ont trait à la retraite. La première question a été posée par Madame Ndiaye Rokhaya. À la vérité, c'est une question transverse qui touche à la problématique de la couverture maladie. Nous avons, dans notre question, dit que la couverture maladie a été intégrée maintenant dans le champ d'application de la Convention. Ce que nous avons déjà réglé, c'est la prise en charge des salariés qui ont une partie de leur famille en France ou au Sénégal, ou bien qui, de façon temporaire, lors de congés ou de détachement, séjournent au Sénégal. Cette question, elle est entièrement prise en charge et en principe, c'est un problème qui est derrière nous. La seconde difficulté qu'on avait, c'était par rapport aux retraités qui ne sont plus en France, mais qui sont retournés au Sénégal. Sur cette question, nous avons en tout cas transmis à la partie française, communiqué à la partie française, une proposition pour la prise en charge de cette population cible. Maintenant, on a une double difficulté. La première difficulté qu'on a, c'est que ces retraités n'ont pas le même statut par rapport à l'assurance maladie sur le territoire français. Il y en a qui cotisent, ceux qui ont rempli le nombre de trimestres requis. Il y en a qui ne cotisent pas à l'assurance maladie. La deuxième difficulté qu'on a, c'est du côté sénégalais, la couverture médicale n'est pas contributive. Donc, il faudrait qu'on lève ces deux difficultés avant d'aller vers la prise en charge médicale de ces catégories d'assurés. Mais pour les travailleurs en activité, en cas de transfert de résidence, que ce soit temporaire ou suite à un détachement, la couverture médicale est acquise. La deuxième question est posée par M. Farbagnan, qui a évoqué les disparités dans les pensions servies en France et au Sénégal pour un assuré ayant travaillé pour le régime français. En fait, il n'y a pas de disparité. Les pensions sont calculées de la même façon. Mais lorsque l'assuré réside en France et que sa prestation n'atteint pas un certain montant, l'assuré a droit à des compléments qui relèvent des prestations non contributives et qui ne sont pas exportables. La même chose existe au Sénégal. Les retraités de l'IPRES ne payent pas les soins. L'IPRES a mis en place une prise en charge médicale gratuite qui est non contributive, mais qui est réservée aux retraités vivant au Sénégal qu'on n'exporte pas. Mais du point de vue avantage de base lié aux cotisations, les pensions sont calculées de la même façon et c'est tout à l'honneur de l'IPRES et de ses dirigeants. Vous me permettez de rendre hommage à mon président du conseil d'administration, M. Modi Guiro. L'IPRES n'applique pas de frais de gestion sur le paiement des prestations. Nous payons au franc le franc. Donc si les caisses françaises nous vivent 1 000 €, nous reversons exactement les 1 000 € sans prélever de frais de gestion. Donc ce n'est pas le calcul qui pose problème, mais c'est juste les prestations non contributives qui ne sont pas exportables qui posent problème. La troisième question a été posée par Mme Mam Diarali. Pour lui répondre, je pense qu'il faudrait simplement lui dire que les conventions prévoient ce qu'on appelle les clauses de maintien des droits acquis et en cours d'acquisition. Si vous avez travaillé en France de 1972 à 1976 et que vous êtes retourné au Sénégal, si à l'âge de la retraite vous demandez la pension, les droits que vous aviez constitués vous sont acquis.
vous les conservez, vous ne les perdez pas par le fait de votre retour au Sénégal. Donc, que les gens soient tranquilles sur ça, même pour les gens qui ont travaillé en tant qu'étudiants. On a eu un cas pratique, notre ancien directeur du système d'information avait travaillé lorsqu'il était étudiant. Je lui ai fait sa pension au titre du régime français et il perçoit maintenant 2 pensions venant de la France. Et la dernière question a été posée par Mme Adiaratou Djei, qui a parlé de la problématique du cumul d'affiliation. En principe, le texte qu'on a signé avec la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'on a une affiliation de base dans l'un des 2 pays, on n'a pas besoin de cumuler les affiliations. On n'en a pas besoin. D'autant plus que maintenant, il y a le mécanisme de totalisation-prolatarisation qui est très avantageux pour les Sénégalais. Donc, au lieu d'aller cotiser 2 fois dans les régimes, on cotise séparément. Au moment de la retraite, la Caisse française va totaliser toutes les carrières et vous servir une pension correspondante. Je vous remercie pour votre attention. Très bien. Il mérite du clair. Je remercie monsieur le directeur de la prestation, des prestations. Madame la directrice, je vous passe la parole. Madame la directrice. Merci, monsieur le ministre. Moi, je dois répondre à 2 questions. La première question est relative aux allocations familiales. Juste dire que, quel que soit le cas, le travailleur sénégalais qui travaille en France, son employeur cotise pour lui, qu'il perçoive des allocations familiales au titre de ses enfants ou qu'il ne le fait pas. Donc, l'employeur cotise pour la branche des prestations familiales comme pour la branche des accidents du travail. Parce que les cotisations de ces 2 branches sont uniquement patronales. Donc le travailleur doit déclarer ses enfants et le point focal en matière d'allocation familiale, c'est encore une fois le consulat. Il faut qu'ils aillent au consulat, il faut qu'ils déclarent ses enfants, il faut qu'ils renouvellent les pièces pour les enfants. Donc il faut retenir aussi que jusqu'à 4 enfants, s'ils sont déclarés, la caisse, son employeur cotise systématiquement et le reversement est fait au niveau de la caisse de sécurité sociale de Dakar qui se charge de la réversion. L'autre problème, c'est au niveau des dialysés. Parce que la dame, elle a parlé de maladie chronique. Parce qu'un travailleur qui bénéficie de la prestation maladie en France, généralement, s'ils vont en vacances au Sénégal, avec ces maladies-là, il y a un formulaire qu'on lui délivre. Et une fois à Dakar, la caisse de sécurité sociale prend en charge et se fait rembourser par la caisse française. Mais il faut quand même au départ que son assurance qu'on sache qu'il vient en France pour un délai bien défini. C'est jusqu'à 6 mois, 2 fois 3 mois. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. La caisse du Sénégal se substitue à la caisse française et retourne vers la caisse française pour se faire rembourser. Celui qui n'est pas en activité. Celui qui n'est pas en activité, non, on ne prend pas en charge. Sensibilisation. Alors, je précise que nous allons mettre sur le site du consulat donc tous les acquis en ce qui concerne donc les avancées que nous avons obtenues lors de cette négociation. Et ensuite, nous, dans le cadre de nos activités consulaires, nous nous déplaçons régulièrement dans les foyers, mais aussi en province. Et ce sera une opportunité pour nous aussi d'en parler. Et je formule ici une demande à l'attention du ministre. J'ai échangé avec quelques collègues consuls généraux de province pour que nous ayons des appuis pour donc sensibiliser sur cette question. Ce serait bien que nous puissions mettre en place une caravane dans les différents consulats généraux pour pouvoir expliquer un peu le contenu, nous former en même temps, mais en profiter de leur présence ici en France pour vraiment mieux sensibiliser sur le contenu donc de ces acquis-là. Parce que quand vous suivez les questions, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin énorme d'information et de compréhension, parce que la plupart de ceux qui sont là, ce sont des relais. Ils sont présidents associatifs, la plupart de ceux qui sont là. Donc c'est important qu'ils puissent vraiment s'approprier des acquis. Et ça, nous aurions vraiment besoin d'une délégation experte qui viendrait vraiment nous appuyer dans la sensibilisation au niveau de nos compatriotes. Alors, pour la deuxième liste, nous avons 6 inscrits. Donc, c'est deuxième et dernière liste. Donc, Monsieur Gaye, Monsieur Dianka se prépare. Vous vous présentez, s'il vous plaît, posez directement la question. Monsieur Gaye. Il arrive.
Il se connaît. Donc, mettez-vous par là. Jack, laissez-lui passer. Parce que pour les besoins de tout. Laissez-le. Bonjour, je m'appelle Oumar Gaye. Je suis membre de l'association ACEP, Association sénégalaise d'entraide et de promotion. Alors ma question c'est sur l'IPRES. C'est une question qui concerne les retraités, quelqu'un qui a travaillé au Sénégal et en France. Quelqu'un qui a travaillé au Sénégal et en France et qui a liquidé ses droits en France. Moi personnellement, ça me concerne, plus d'autres membres, il y en a même qui sont ici, qui sont concernés. Le même problème. Pour mon cas, j'ai travaillé au Sénégal un peu et ici, en France, j'ai liquidé mes droits, je touche une retraite, au Sénégal également. Mais le problème au Sénégal, c'est un problème administratif, parce que quand j'avais 55 ans, j'avais déposé, on m'avait demandé le certificat de travail, l'original, IPRES à Dakar, à l'époque. Je n'avais pas l'original, je suis reparti en 2004 encore, on me demande encore l'original. Je l'ai trouvé en 2014. Alors là, ils ont validé le dossier, je touche une retraite là-bas, mais qui a commencé à courir en 2014. On m'a dit 2002 et 2014, nul ne. Nul ne, vous ne pouvez pas toucher ça parce que on est con belégui. C'est trop tard. Et je ne suis pas seul il y a même une personne ici dans cette salle qui est concernée. Là, je touche cette retraite du Sénégal à partir de 2014. Et en France, j'ai pas eu de difficultés, je continue, je touche la retraite également. Voilà, ma question c'est de savoir, est-ce que c'est légal qu'on me dise nul ne, parce que vous n'avez pas déposé le dossier à l'époque, maintenant c'est fini. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Allez, Bonjour. Voilà. Merci. Merci de me donner la parole. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à la délégation sénégalaise, le ministre du Travail, au ministre, aux conseillers ministres et aux excellences, à l'excellence monsieur l'ambassadeur et aux excellences ambassadeurs itinérants. Je m'appelle Mouhadji Djanka, je suis le président du réseau d'accompagnement des projets de développement durable. Et en tant que tel, j'avais participé avec Ben et les autres à la rédaction du mémorandum des Sénégalais de la diaspora. Et en tant que... Donc, là, c'est bon? En tant que membre de la diaspora, je ne peux que me réjouir de cette rencontre. Et je salue donc tous les membres de la diaspora ici présents. Et en tant que participant à la rédaction du mémorandum, je ne peux que me féliciter qu'il y ait ce courage du gouvernement du Sénégal à prendre le taureau par les cornes et affronter le gouvernement français pour quand même renégocier cette convention qui... de loin, favorise vraiment la France et non la diaspora. Et je vais venir à une question peut-être qui va fâcher un peu. Nous, au niveau des associations, donc, dans le cadre de nos activités dans le co-développement, nous avions donc relevé une liaison donc, de l'aide publique au développement avec la politique de l'immigration du gouvernement de la France. Donc la question c'est est-ce que vous comptez donc toucher cette question-là, faire en sorte que l'aide publique au développement soit déliée de la politique donc de l'immigration. Voilà. À part cela, c'est trop tôt à mon avis de faire une évaluation exhaustive puisque vous-même vous l'avez dit, vous êtes en phase de négociation. Mais je salue vraiment le courage du président de la République en tant que Sénégalais. Et je vais peut-être saluer, si le président François Hollande est dans de bonnes dispositions, je vais peut-être lui remercier si jamais il est ouvert, en tant que Français aussi, puisque
je suis franco-sénégalais et donc je suis sensible aux questions de justice, aux questions d'équilibre et d'échange, parce que l'aide au public au développement ne doit pas se faire à des conditions au détriment en tout cas de la diaspora du Sénégal. Mariama Diallo, je suis responsable du secrétariat à la diaspora et au développement solidaire. Mariama Diallo, responsable du secrétariat à la diaspora et au développement solidaire de la CCR France. Donc, bonjour Monsieur le ministre du Travail, bonjour Messieurs les ministres conseillers, bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Monsieur l'ambassadeur itinérant, bonjour membres de la Commission. Je voudrais adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé sur le sujet bien avant ma naissance. Voilà 40 ans que nous attendons ce jour et il est aggravé dans le marbre. Donc je suis très fière d'être ici aujourd'hui, très fière de participer à cette rencontre. Très fière aussi que le secrétariat à la diaspora de la CCR France, en particulier la CCR France, ait aussi contribué à ce travail. Je souhaiterais aussi rappeler que cette restitution n'est qu'une étape. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, une seconde aura lieu à Dakar et j'espère qu'elle se déroulera comme celle qui s'est passée ici en France. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les responsables de l'IPRES, je ne saurais finir mon intervention sans vous rappeler que l'enjeu est de taille. Nos compatriotes souhaitent être rétablis dans leurs droits et leur dignité. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller au plus près d'eux. Lorsque nous avons commencé notre travail pour la journée des retraités du 13 février, nous avons été dans les foyers. Nous avons été au niveau des domiciles des Sénégalais. Donc nous avons été à leur rencontre. Faire déplacer les Sénégalais est une chose très compliquée. Les faire venir dans leur maison, comme vous avez l'habitude de dire, Monsieur le consul, le consulat est la maison de tous les Sénégalais. Mais tous les Sénégalais ne peuvent pas se déplacer ou ne viennent pas forcément dans les consulats. Donc je pense que c'est au consulat, aux partis politiques, aux sociétés civiles, puisque la question concerne tous les Sénégalais, de se déplacer et d'aller à leur rencontre. Pour leur parler de cette restitution, pour leur faire comprendre et les informer des avancées qui ne sont pas faciles à interpréter. Nous-mêmes qui sommes ici présents dans la salle, nous n'avons pas forcément connaissance de nos anciens droits et des nouveaux qui sont actuellement mis en place ou qui vont être mis en place. Je vous remercie. Birahim Kamara, secrétaire aux relations extérieures de l'association de Dembakane Solidarité et Développement, qui vous souhaite la bienvenue dans la ville de Boulogne-Billancourt, où elle est présente, cette association, depuis 1948. Le premier ressortissant de Dembakane qui a habité Boulogne-Billancourt s'appelait M. Amadi Traoré et il travaillait aux usines Renault de Billancourt. Donc Dembakane, c'est Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, c'est Dembakane, et nous vous souhaitons, Monsieur le ministre, les différents ministres, la bienvenue. Surtout avec la présence de Madame la Présidente de l'Association des femmes noires de Boulogne-Billancourt, Awanyang, qui est ici présente également, qui fait beaucoup de travail. Personnellement, je vous l'avais dit, Monsieur le ministre, lors de notre réunion au consulat, que pour une fois, l'État du Sénégal s'intéresse à ces enfants qui sont en France. Pour une fois. Parce que depuis 1974 que cette convention franco-sénégalaise a été signée, il n'y a eu qu'un seul arrangement qui date de 1992. Depuis lors, plus rien. Tous les gouvernements successifs, tous les présidents successifs qui sont passés par là, quand ils venaient en France, c'était prise de contact, prise de contact, prise de contact. Finalement, il n'y avait plus de contact. Ce qui fait qu'il y a une défiance de la population sénégalaise de France vis-à-vis des autorités consulaires et vis-à-vis de l'État même. Moi, je voudrais saluer franchement les avancées qui sont dans votre projet, dans cette de révision. Ces avancées, nous les attendions, je le disais tantôt, Ben aussi l'avait dit, pour une fois on est d'accord, que depuis 30 ans, on se battait pour ces avancées-là. C'est notoire. Par contre, ce que nous voudrons toujours vous conseiller, vous donner comme contribution, c'est de faire très attention au moment de la signature effective, avant même la ratification de la Convention. C'est que
le problème de la résidence est un cas très douloureux. On a parlé souvent de carte retraitée, mais quand on opte pour la carte de retraité, la carte de séjour avec mention retraité, c'est que cette carte-là, ce n'est qu'un visa amélioré. Ça vous permet de venir en France, mais ça ne vous permet plus, dès que vous l'avez, cette carte-là, d'accéder aux soins. Les soins immédiats, c'est quoi? Dont parle cette carte de retraité. C'est que vous avez mal à la dent, vous avez mal à la tête, vous pouvez aller voir un médecin, on vous prescrit des Doliprane, c'est bon. Mais pour les maladies, même professionnelles, elles ne sont pas prises en contact, elles ne sont pas prises en compte quand on est détenteur de la carte de retraité. Ça vous permet de rentrer au Sénégal autant de fois que vous voulez, ça vous permet de la renouveler quand vous êtes à partir du Sénégal en allant au consulat de France à Dakar. Ça vous permet de renouveler, donc de pouvoir venir, mais vous n'avez plus aucun droit social. C'est un problème sur lequel il faudra réfléchir. Les droits en matière de retraite qui sont rattachés à la carte de résident, là aussi il y a un piège, parce que c'est la territorialité qui joue. Si vous êtes détenteur d'une carte de résident de 10 ans, vous êtes à la retraite, vous partez au Sénégal, tous les 3 ans au moins, il faut revenir. Parce que l'adresse fiscale est toujours en France. Mais imaginez que quelqu'un à qui Dieu donnera longue vie, 90 ans, prendre l'avion et revenir ici, je crois que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Pour les maladies professionnelles également, madame en a parlé tantôt, il faudrait vraiment qu'on soit assez attentif par rapport à cette question-là. Parce qu'une maladie professionnelle peut se manifester au bout de 5 ans, 6 ans après l'activité professionnelle. Si elle n'est pas prise en compte, je crois que ça pose problème. Il faudrait vraiment réfléchir là-dessus. Ce ne sont pas les patrons qui payent les cotisations sociales pour les maladies professionnelles. Ce sont les travailleurs. Je le dis en tant que directeur administratif d'un grand groupe français. Je le dis en connaissance de cause. Ce sont les salariés eux-mêmes qui cotisent, qui payent. Ce ne sont pas les patrons qui payent pour eux. C'est notre argent, c'est pour nous. Cet argent doit nous revenir. Ce qu'il y a aussi, je salue vraiment le travail de l'IPRES. Parce qu'au début, quand il y avait un décès à Demankane ou ailleurs, on pouvait, les femmes, les veuves, les orphelins pouvaient attendre une dizaine d'années sans accéder au capital décès, sans accéder aux pensions de réversion. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça va très vite. Au bout de 3 mois, toutes les questions sont réglées. Et ça, nous saluons vraiment les efforts qui ont été consentis par l'IPRES et la clairvoyance de l'IPRES par rapport à ces questions sociales. Maintenant, faisons attention également parce que dans l'avant-projet que nous avons vu, il est dit que pendant les congés payés, au bout de 3 mois, si on a un formulaire qui a été demandé à la sécurité sociale française avant de partir au Sénégal, pendant les 3 mois, vous pouvez bénéficier. Mais le formulaire est obligatoire. Pendant les congés payés, mais celui qui part au Sénégal, qui était chômeur, qui est parti au Sénégal et qui n'est pas en congé payé, donc il peut être malade et il ne sera jamais pris en charge. Je crois que ce sont des questions. Nous allons les ajouter à la corbeille pour vous aider à nous aider. Merci beaucoup. Union de Boulou, Marie-Jonal. Merci. Bon. Allocation familiale, il y a un droit. D'accord. Bon, je m'appelle Daoudessi. Je suis membre du bureau de IBM, Union de Bundu, Marie-Jonal. Je suis département de Goudiri, région de Tambacounda. Et cette réunion, c'est une réunion très importante. Parce que nous,
dans la région du Sénégal oriental, si Sénégal, il paye allocation de familiale, nous, on ne savait pas. Quelqu'un qui quitte Kidira, il va à Bakel, il paye 3 000 ou 2 000, il va là-bas, aller-retour, 3 000, retour 2 000, il touche 6 000, c'est pas la peine qu'il va. Quelqu'un qui quitte côté de Falémé, il va jusqu'à Tamba, il paye 4 000, aller 4 000 le retour, il touche 6 000, c'est pas la peine qu'il va. Et il reste 2 jours d'avant la poste. Il n'est pas touché chez l'argent. Et s'il touche, s'il réclame, ils vont dire voilà ce que tu dois toucher, ce fait que beaucoup de gens. Moi je me trouve, c'est pas normal. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans au cours de ça. On discute ça. Et je crois que 2012, ça va changer pour nous. Mais au niveau allocation familiale, il n'y a rien qui l'ait changé. Et j'ai entendu parler, la dame, elle a dit ici, quelqu'un qui est malade au Sénégal. Il y a ça, il y a ça. Moi, je suis parti ici avec mon fils. Il a tombé malade. Je l'ai amené à Setao. Oui, à l'hôpital de Grand Yoff, je ne sais pas. La première inscription d'abord, j'ai payé 5 000 francs. 5 000 francs d'inscription. Ils ont dit, bon, tu l'amènes chez toi, tu le ramènes demain matin. Je dis, c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené au clinique Cap, à Dakar. Je paye 50 000 francs CFA par jour. Je dis, pourquoi? Ils ont dit, c'est obligatoire. Heureusement, j'étais assuré ici, assurance qui s'appelle AXA. Je l'ai téléphoné. Assurance, il m'a envoyé le médecin, il m'a pris moi et mon fils, il nous a amenés ici. Donc ça, c'est pas aide. Bon, monsieur le ministre, on vous demande les aides. On est mal placé au niveau de l'allocation familiale et au niveau de sécurité sociale. Bon, il y en a qui sont de retraite, ils respectent quand ils sont au Sénégal. Mais nous, on a des retraites, on est ici, on ne peut pas respecter. Mais rappelez-vous bien, monsieur le ministre, celui qui travaillait ici, une semaine, il a cotisé à l'allocation familiale, il a cotisé de retraite. Donc il doit récupérer son argent. Mais les fonctionnaires qui sont là-bas, eh ben, tu comprends ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie tous. Merci, monsieur.